Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler de films, mais c'est pas un hasard en fait, puisque je vais vous parler du film Rodin. Donc c'était pour moi l'occasion de vous parler un petit peu de Rodin et puis aussi de voir dans ce film et partager avec vous quel Rodin a été présenté, bien sûr. Est-ce qu'il a les réalisateurs, le scénariste a bien suivi le véritable Rodin, ou du moins ce qu'on en sait aujourd'hui en histoire de l'art? Comment ça a été présenté, qu'est-ce qu'il en ressort. On va aussi un petit peu parler du film en lui-même, même si ce n'est pas le but de la chaîne de faire de la critique de cinéma, mais on va un petit peu en parler parce que c'est aussi important de prendre l'œuvre en tant qu'elle et pas seulement comme un miroir du véritable Rodin, évidemment. Donc d'abord, des éléments très factuels pour commencer. Le film est sorti le 24 mai 2017. C'est un film qui est de Jacques Doyon, donc qui a 73 ans, donc il y a déjà beaucoup de films derrière lui. Les deux artistes principaux, les deux acteurs plutôt principaux, c'est bien sûr Vincent Lindon que vous voyez sur l'affiche, qui est très célèbre et qui est un excellent acteur, donc c'était déjà rassurant d'avoir ce type d'acteur. Et puis Isia Higelin, qui est une artiste bien sûr connue, qui n'est pas trop actrice, qui n'est pas actrice à temps plein, mais qui s'est très bien débrouillée dans ce film. Le budget du film, c'est 5,4 millions, ce qui est donc un petit budget au vu de ce qui se fait en général. Alors je vais venir tout de suite aux acteurs, parce que j'en reparlerai pas forcément par la suite. Moi j'ai été assez convaincu par les acteurs. Dans le cas de Vincent Lindon, bon, il a été bon, il campe un Rodin qui correspond bien au Rodin qu'on connaît de l'époque, par rapport aux écrits de l'époque, etc. Sa tenue aussi, sa barbe, il a tout bien repris. Il n'y a que la diction, ça a été dit aussi ailleurs. Il y a des moments de problème de diction, on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Alors certainement que dans leurs recherches, ils ont dû voir peut-être que Rodin s'exprimait, mais il faut quand même que ça reste intelligible. Donc ça, je vois ça comme un point quand même négatif. Et pour Mademoiselle Higelin, très très bon, peut-être même celle qui ressort le plus. Elle s'en sort parfaitement bien dans le rôle donc, de Camille Claudel, c'est-à-dire la maîtresse la plus célèbre de Rodin. Avant d'analyser un petit peu ce film, je vais d'abord vous résumer l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors le but, c'est pas un biopic qui reprendrait toute la vie et toute l'œuvre de Rodin. C'est vraiment une tranche de vie. Alors ça correspond à peu près, c'est jamais évident de parfaitement couper, puis c'est pas ça le plus important. Je vais vous dire que ça correspond à peu près à la période 1882-1892. Donc c'est le moment où il a comme nouvelle élève, enfin depuis peu en tout cas, Camille Claudel. Donc au début du film, ce n'est pas encore sa maîtresse, c'est seulement son élève. On voit qu'il commence à la découvrir, à l'apprécier. C'est le moment aussi où il a reçu une des plus grosses commandes, alors sa première d'abord commande officielle, mais une des plus importantes qu'il aura, une porte monumentale qu'on appellera la porte de l'enfer. Donc le but de cette commande, l'objectif, c'était en fait qu'il y avait un projet de création à cette époque-là d'un musée des arts décoratifs, donc qui existe aujourd'hui, bien sûr à Paris, près du Louvre. Donc dans le cadre de ce projet, avait été commandé par l'État. Alors l'histoire du musée, j'y reviendrai dans quelques temps dans une autre vidéo. C'est assez compliqué puisqu'il y a eu des projets qui ont été annulés, puis ça a été repris. Finalement, il y a eu fusion de diverses structures, c'est assez complexe. Donc c'est pas ça qui nous intéresse ici. Retenez simplement que c'est une commande de l'État et que dans le projet, il y a une porte monumentale inspirée de la Divine Comédie de Dante. Et donc c'est ça que va devoir faire Rodin. Donc c'est un peu le début de la reconnaissance officielle quand il a 40 ans, même si la véritable reconnaissance va arriver plus tard. Et le film se finit avec la sculpture très célèbre de Balzac. En fait, il y avait un projet de faire un monument à Balzac, un projet officiel aussi. Il va être donné à Rodin, et donc on le voit tout le long du film, c'est vraiment le fil rouge, ce Balzac, et à la fin on voit la réception de ses premières versions, donc il va faire diverses versions, et ça va être assez mal reçu. Et en fait, le vrai propos du film, c'est ça, c'est le travail de Rodin sur ce Balzac, les difficultés qu'il va avoir pour vraiment réussir à représenter ce monstre de la littérature, et la réception, bonne ou mauvaise, selon les camps, on pourrait dire. Alors, au niveau officiel, il y aura des mauvaises réactions, au niveau des avant-gardistes, il y aura une très bonne réception, etc. Donc voilà pour vous donner le cadre scénaristique du film. On va revenir maintenant
à l'avis du public. Donc c'est un film qui a été mal reçu par le public. Alors en soi, le box-office n'est pas mauvais. Au bout de 2 semaines, il en est à 202 000 entrées, tout à fait respectable au bout de 2 semaines. On sent un essoufflement. Première semaine, il y avait 115 000, donc quand même un bon départ. Puis, voilà, deuxième semaine, on est autour des 80 000, beaucoup moins, c'est vrai que le bouche à oreille est assez négatif. Et sur Allociné, vous avez, à la date du 7 juin, vous avez une note de 2 sur 5, ce qui est très, très faible. Hein, il est très rare, très rare de voir des films en dessous de 2. Hein, il n'y en a quasiment pas. À 2, vous êtes vraiment dans le classé navet, hein, dans Allociné. Donc on va après essayer de comprendre ça et de voir si c'est justifié. Et ce qui est étonnant dans le film Rodin, c'est que c'est pas un film qui va attirer tout le monde, le grand public. Quand vous voyez Rodin, soit vous aimez les beaux-arts, vous avez une curiosité envers les beaux-arts et vous allez voir ce film, hein, ou la culture en général, soit ça ne vous intéresse pas et vous n'y allez pas. C'est pas comme certains films qui jouent sur les ambiguïtés, qui attirent un grand public et finalement vous êtes déçu parce que c'est un film qui ne vous correspond pas du tout. Donc là, ça a déçu quand même un public spécialisé sur l'art, les beaux-arts, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre par la suite. Alors avant, on va parler quand même de la vie de la presse. C'est intéressant de parler aussi des professionnels, le regard qu'ils ont eu. Sur Allociné, on voit qu'au niveau d'une quinzaine, vingtaine de journaux, on va avoir une note de 3,7, ce qui est assez moyen. Sachant qu'au début, j'avais regardé les premiers jours, on était à 4,1, donc ça a baissé quand même avec le temps. Donc maintenant, on peut dire qu'il y a assez de journaux pour avoir une idée quand même générale. Il y a quand même une majorité de journaux qui ont mis 4 étoiles sur 5. Donc une majorité de journaux ont apprécié. Mais certains, bien sûr, ont mis 2 sur 5. Il y a aussi quelqu'un qui fait baisser la moyenne. Mais dans l'ensemble, on peut dire que la presse est quand même satisfaite du film. Il y a quand même quelques reproches. Alors j'en ai relevé un particulier du journal La Croix, qui lui a mis 2 sur 5. Alors je vous fais apparaître la citation, pour que vous puissiez la suivre. « Recouvert d'un voile terne, un comble pour évoquer la vie de ce couple dont les œuvres dégagent une telle puissance d'émotion. » Donc ça, on voit tout de suite que la personne de La Croix, alors je n'ai pas relevé, non, c'est pas intéressant, a un grand manque de connaissances, évidemment, en histoire de l'art, puisqu'elle lit, elle croit qu'on peut toujours lier la vie et l'œuvre. Donc quelqu'un qui ferait des œuvres très passionnées, avec beaucoup de vie, aurait une vie équivalente et inversement. Or, c'est totalement faux, et c'est souvent une grave erreur d'essayer d'expliquer les œuvres par la vie. Des fois, ça marche, ça peut marcher chez certains artistes, ça peut marcher ponctuellement chez certains artistes, mais des fois ça ne marche pas. Un cas très célèbre, c'est Odilon Redon, je vous mets le lien vers ma vidéo à ce sujet, qui a été très différent de ses œuvres. On aurait pensé que c'était quelqu'un de torturé, peut-être un artiste bohème, alors que c'était l'archétype du bourgeois. Donc attention, le personnage Rodin est très différent de ses œuvres, et c'est normal. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir une vision romanesque de Rodin. Et il suffisait pour le savoir d'aller voir un article, je vous en parle un peu plus loin, du critique d'art célèbre Octave Mirbeau, qui a fait un très bon article je crois que c'était en 1885 sur Rodin, et qui présente la personne Rodin qu'il connaît, et on voit de suite que c'est quelqu'un de plutôt austère dans sa façon de vivre. C'est tout, il est à l'opposé de sa sculpture. Donc, en tout cas, au niveau de ce qu'on pourrait analyser de façon superficielle sur sa sculpture, attention des fois, parce que parmi la presse, dans la presse, il n'est pas sûr que chaque journal ait un spécialiste du domaine. Donc là, le journaliste de La Croix, apparemment, n'y connaît pas grand-chose, ce qu'il a fourvoyé dans son jugement. Peut-être que s'il avait eu les informations, il aurait mieux compris le film. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans la suite de cette vidéo. Alors justement, l'article de Mirbeau, 1885, dans le journal La France. Il y a beaucoup d'éléments intéressants à récupérer, et je pense d'ailleurs que ceux qui ont conçu ce film se sont inspirés. Ou alors, il peut y avoir d'autres lectures, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une cohérence. Et vous le verrez plus tard, Octave Mirbeau apparaît dans le film. Hein. C'est le seul critique d'art qu'on voit en chair et en os dans le film. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, cet Octave Mirbeau? Il nous dit que Rodin, donc je le cite, Rodin est à peu près inconnu. À ce moment-là, quand il écrit l'article, il a 45 ans. Donc vous voyez la situation de Rodin, une connaissance très tardive. Il rajoute qu'il a horreur des coteries et vit peu dans le monde. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre dans un biopic sur Rodin à voir beaucoup la vie mondaine parisienne de l'époque. Hein, c'est quelqu'un qui était assez reclus. Donc ça, il faut le savoir avant d'aller voir le film. Il rajoute, comme il ne va pas à la réclame,
la réclame ne vient pas à lui, hein, donc il est vraiment séparé de ce monde médiatique, hein, si on peut dire, puis ce terme un peu anachronique. Donc ça explique beaucoup de choses sur le film et sur le personnage Rodin. Et il rajoute aussi très très important, il vit presque obscur. Donc tout ce qui a été reproché sur le film, le côté assez terne, pas très lumineux, souvent filmé dans l'atelier, etc., c'est tout à fait normal si on veut respecter le personnage Rodin. Il se contente de faire des chefs-d'œuvre que ses amis admirent. Ça aussi on le retrouvera beaucoup dans le film. On voit que dans le film, ça va être un petit reproche que je vais faire tout de même, on voit jamais les expositions publiques. On voit surtout ses amis venir voir les œuvres ou ses amis lui en parler. Mais c'était aussi le mode de vie courant de Rodin. Et si vous vous placez du point de vue de Rodin pour faire le film, et que vous n'êtes pas un observateur omniscient, ça paraît logique. Même si je vais y revenir, c'est peut-être ça une erreur au niveau cinématographique. On poursuit avec Mirbeau qui nous dit pour la porte des enfers, il nous fait un commentaire. Elle sera l'œuvre capitale de ce siècle, il faut remonter à Michel-Ange pour avoir l'idée d'un art aussi noble. Donc vous voyez quand même la vie, hein, bon, c'était un de ses défenseurs, Octave Mirbeau, donc c'est un peu logique, mais il compare à Michel-Ange, qui est quand même la référence en sculpture, et pour lui, La Porte des Enfers sera l'œuvre la plus célèbre. Alors bien sûr, le Balzac n'est pas encore fait, mais là-dessus, je suis d'accord avec lui. La Porte de l'Enfer, dans sa version d'origine, puisque ça a été modifié, aurait pu au final être l'œuvre emblématique du siècle, mais elle a été par la suite modifiée. Et il termine en disant qu'il en fait un équivalent d'Eugène Delacroix. Et ça, c'est très très fort, puisque Eugène Delacroix, c'est le peintre du XIXe siècle, en tout cas pour les gens de cette époque, hein, dans les années 80, de cette génération d'Octave Mirbeau, des gens qui écrivent dans les années 80, 90, Delacroix commence à être reconnu au niveau officiel, mais il est surtout reconnu par les connaisseurs, et c'est vraiment une référence. Et autre point très intéressant, on retrouve chez Delacroix cette particularité d'une œuvre très, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'émotion, et un personnage qui était assez différent, très distingué, qui avait finalement des vues sur l'art assez classiques. On est étonné quand on lit ses écrits, ses journaux, sa correspondance, on est étonné que ce soit lui qui ait fait ces œuvres si vivantes, avec tant de mouvements, alors que quand on lit ses théories, on a l'impression finalement que c'est plus proche d'un Ingres, alors qu'il était présenté souvent comme son opposé. Voilà, cet article de 1885 de Mirbeau est essentiel finalement et suffit à comprendre beaucoup de choses du film. L'approche du réalisateur, toujours très difficile de comprendre ce qu'a voulu faire un réalisateur, puisque on peut lui donner des intentions qu'il n'a pas eues. On va quand même essayer de déduire quelques éléments. Et je pars d'un journal, L'Humanité, cette fois-ci, qui a mis 3 sur 5 au film, et qui dit dans son article « Cette honorable évocation marque néanmoins par son refus du romanesque ». Ça, c'est très intéressant, et c'est très juste. C'est pas qu'il y a un manque de romanesque, c'est qu'il y a un refus volontaire de romanesque. Alors pourquoi? D'après moi, et je pense ne pas me tromper là-dessus, il y a une approche symboliste au niveau cinématographique. D'accord? Je vais revenir en détail là-dessus. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que ça se rapproche du style d'œuvre de Rodin, qui était avant tout, si on doit le classer, hein, si on cherche à le classer, un artiste symboliste. Et sa sculpture est avant tout symboliste. On va le voir plus en détail. Donc finalement, toute l'histoire est basée sur sa recherche d'un Balzac d'une manière de sculpter, mais surtout d'une manière de représenter les choses typiques du symbolisme de l'époque. Et le film veut représenter un Rodin selon les mêmes codes. Donc ce que Rodin a fait avec Balzac, finalement le réalisateur le fait avec Rodin. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. En tout cas, c'est ce qui me paraît être le cas. Et tout comme Rodin va chercher à représenter l'homme Balzac avant l'écrivain Balzac, j'ai l'impression que le réalisateur a voulu représenter l'homme Rodin avant le sculpteur Rodin. D'ailleurs, dans le titre, vous n'avez pas de notion de sculpture. Vous avez simplement Rodin, et pas Rodin, le grand sculpteur, ou le sculpteur du siècle, ou je ne sais quoi. Le sculpteur avant-gardiste, on aurait pu mettre sculpteur dans le... Non, c'est vraiment Rodin, et on voit son visage, on ne voit pas de sculpture. Donc c'est vraiment centré sur l'homme.
comme Rodin a fait pour Balzac, qui s'est concentré sur l'homme, et vous ne voyez aucun élément qui rappelle l'écrivain. Il n'y a pas de plume, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas et ça, c'est explicité dans le film. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien. Donc qu'est-ce qu'une approche symboliste? Dans l'art, une approche symboliste, c'est une œuvre qui ne cherche pas la narration. Ça, c'est très important à comprendre, et on retrouve ça dans le film. Il n'y a pas vraiment de narration, c'est des séquences comme ça qui se suivent. On n'a pas toujours la notion du temps, donc ça perturbe par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Alors dans l'art, c'est assez connu, cette notion qui se veut décorative, souvent, mais c'est pas du tout péjoratif, de l'art, souvent, ou qui se veut symboliste, ou des fois, c'est souvent, d'ailleurs ensemble, c'est symboliste et décoratif, et qui se veut en fait universel, si vous voulez. On va vouloir représenter un Balzac universel. Une plume, c'est pas universel, parce qu'aujourd'hui, on n'écrit plus avec des plumes, donc si vous faites un Balzac avec des plumes, avec un écrivain avec la plume, c'est pas universel, donc vous allez garder la quintessence de l'artiste, ce qui fait le point commun de tous les grands écrivains à travers les siècles. Et c'est un peu ça dans le film qui a voulu être fait d'après moi. On n'est pas dans une narration, on ne raconte pas une histoire, on pose des éléments qui caractérisent l'homme, Rodin, et bien sûr en partie le sculpteur. Ensuite, un autre problème de ce film, qui est un problème pour le spectateur, hein, qui a du mal à le comprendre, s'il n'a pas les codes pour cela, c'est que, en général, quand on parle d'art avec les gens, on se concentre sur l'esthétique. Quand je parle d'esthétique, je ne parle pas de la beauté, hein, tout simplement. L'esthétique, c'est la science qui s'occupe d'étudier la perception des œuvres. Donc en fait, on vous pose l'œuvre, et vous vous demandez qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que véhicule l'œuvre, qu'est-ce que veut dire l'œuvre. Et le film ne s'intéresse pas trop à cette partie-là. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'exposition, vous ne voyez pas la réaction des gens face aux œuvres, vous voyez pas les critiques, etc., ou les hommes d'État devant. C'est un film qui se concentre sur la poétique. La poétique, c'est l'opposé exact de l'esthétique. C'est la science qui étudie la réalisation, la production des œuvres, ou la production d'un objet. Donc ça, c'est peu étudié, c'est un sujet qui est moins évoqué que l'esthétique, évidemment, et qui est plus difficile à comprendre, puisque pour étudier la poétique, il faut se tourner pas seulement vers l'œuvre, mais vers l'artiste. Et une fois de plus, on comprend mieux le film. Donc le film est vraiment tourné sur la poétique. C'est vrai qu'on voit peu le monde qui l'entoure, mais on est toujours au courant dans le film de ce qui se passe autour de Rodin. Comment sont perçues ses œuvres, quelle est la vie du public, quelle est la vie de tel artiste. On le sait, mais indirectement. Et là, encore une fois, on retrouve la suggestion typique de l'art symboliste. Donc, dans l'impressionnisme, vous avez l'impression, c'est quelque chose de très direct, une sensation concrète, hein, visuelle, auditive, et qui est spontanée. Et la suggestion, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus détourné. Et dans ce film, c'est ça. On ne va pas vous montrer, par exemple, le critique d'art arriver devant l'œuvre et dire c'est une bonne œuvre, c'est une mauvaise œuvre. On va faire en sorte qu'un ami de Rodin va venir le voir à son atelier et va lui apporter ces éléments. Autre point très intéressant, les personnages importants du film ne sont pas cités clairement. C'est-à-dire que quand vous voyez Octave Mirbeau, on ne vous dit pas voilà, c'est Octave Mirbeau. Ce qu'on fait dans un film en général. Bon, ce qui n'arrive pas en général toujours dans la réalité. Quand les gens discutent, si vous voyez des gens à distance discuter, personne ne va forcément venir vous dire de qui il s'agit. Ici, c'est pareil, tout est suggéré. Quand il rencontre Victor Hugo pour en faire le buste, on ne vous dit pas que c'est Victor Hugo. Vous pouvez le deviner par son physique, hein, qui est bien reproduit, par l'acteur qui joue le maquillage, etc., qui joue Victor Hugo, et on parle du géant du siècle. Donc si vous connaissez un peu la littérature, vous savez que le géant du siècle, en littérature, c'est Victor Hugo. Par la suite, il va parler, on va vous dire Victor, et c'est que quelques 10 minutes plus tard, donc c'est assez loin, qu'on va dire Hugo. Donc en fait, ça c'est toujours dans la suggestion, dans la subtilité, rien n'est facile d'accès. Et ça rappelle par exemple un poète symboliste très célèbre, Mallarmé, qui avait un style qu'on appelait hermétique, puisqu'il faisait tout pour que ça soit difficilement accessible, c'était volontaire. Donc ce film est intrinsèquement élitiste, ce qui n'est pas un gros mot, hein. Élitiste simplement qu'il est réservé à des initiés, à des gens, finalement, pour bien le percevoir, il faut avoir les codes. Après, ça ne dédouane pas certaines erreurs, bien sûr, hein. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre du cinéma, on va le voir un peu plus loin, il y a des choses négatives à mon sens, mais on peut passer, pour moi, les gens qui sont allés le voir, en espérant voir Rodin dans leur monde, moi aussi, hein, j'espérais voir le monde de Paris, au 19e, j'adore ça,
les expositions, le salon ou que sais-je. Et finalement, on a cette déception parce qu'on s'attend à ça et que ce n'est pas du tout la méthode qui a été choisie par le réalisateur. Donc on va voir maintenant un peu les points positifs et les points négatifs. Alors dans les points très positifs que j'ai relevés, vous avez le rapport à la nature de Rodin. Ça, c'est très très bien présenté. Toutes ces réflexions, donc ça serait trop long de rentrer dans le détail, mais il avait une relation très particulière à la nature et pour lui, la nature est très importante. Alors, c'est vrai que je vous ai dit qu'il n'y avait pas assez de rapport, on va le voir aussi dans les points négatifs, au monde extérieur. Et, autre problème, on se concentre trop dans ce film sur l'artiste et l'œuvre. C'est-à-dire qu'on part du postulat erroné qu'une œuvre n'est que le produit du génie d'un artiste. Or, c'est faux. Qu'est-ce qu'une œuvre? Une œuvre, c'est ni le produit total de l'esprit de l'artiste, ce n'est pas du tout déterminé que par le milieu, comme Hippolyte Taine avait essayé de le démontrer à une époque, même si on a un peu exagéré ses théories, c'est un mélange des deux. C'est une équation dans laquelle vous avez la personnalité de l'artiste, son originalité, multipliée, si vous voulez, par le climat, forcément, hein, s'il fait très froid ou très chaud, vous ne travaillez pas les mêmes objets, vous ne travaillez pas dans les mêmes conditions, le climat, le milieu culturel, le milieu politique, le milieu artistique du moment, etc. Et c'est tout ça qui fait l'œuvre. Vous avez aussi des influences, ça c'est indirect, mais des influences directes. Vous pouvez avoir un ami, un écrivain ami qui va vous conseiller pour mieux comprendre la Divine Comédie. Vous pouvez avoir un critique d'art qui va vous influencer d'une certaine manière. Dans le cas de Rodin, vu dans le film, on apprend juste que c'est Émile Zola, donc il y a des plus célèbres critiques d'art, de l'histoire de la critique d'art, pour être précis. C'est Zola qui a eu cette commande par ses relations. Donc vous voyez bien que déjà le fait qu'il ait pu faire Balzac, c'est passé par l'intermédiaire d'un critique d'art. Donc le critique d'art à retenir important n'est pas seulement quelqu'un qui observe ou qui relaye ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est quelqu'un qui a aussi une influence sur les choses. Et ça, c'est trop peu mis en avant, et je pense tout simplement que ça n'a pas été compris par l'équipe, par le réalisateur ou scénariste ou autre. C'est quelque chose parce que c'est un peu de l'histoire de l'art telle qu'on la faisait il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, maintenant, on a compris qu'il y a une sociologie de l'art, qu'il faut prendre en compte aussi les influences concrètes des critiques d'art, des hommes d'État, etc. On voit quand même les inspecteurs des beaux-arts, à un moment, ça c'est intéressant, qui viennent contrôler l'avancement de cette commande officielle de Balzac. Ils contrôlent l'ébauche et là c'est intéressant parce qu'ils rappellent la commande. Et là c'est très très important. On a tendance à dire, en général, à se plaindre qu'un artiste, par exemple, a fait une œuvre, a réalisé une œuvre, commandé, et finalement que l'État est mécontent et refuse finalement d'acheter l'œuvre. Et réfléchissez un petit peu. Si demain vous allez commander un costume ou un gâteau ou je ne sais quoi, avec vous commandez et vous payez pour un produit bien avec des critères spécifiques. Si on vous donne quelque chose qui n'a pas ces critères, c'est normal de le refuser. Donc il faut distinguer l'artiste qui en son bon droit peut faire l'œuvre qu'il veut et l'artiste qui a accepté de l'argent. D'ailleurs souvent il y a une avance substantielle d'argent dès le début de la commande, donc qui s'engage à respecter. Et dans le cas de Balzac, les inspecteurs des beaux-arts, et ça c'est très intéressant dans le film, lui rappellent qu'ils veulent un Balzac dans son plus bel âge et qu'on voit clairement que c'est un grand écrivain. Et c'est pas du tout ce qu'est en train de faire Rodin. Rodin, étant, je vous montre voilà, le premier prototype qu'il avait fait, qui est une horreur, c'est une abomination. Se dire que ça c'est Balzac, c'est vrai que je pense que si je mets ça dans la rue et que je dis aux gens, bon, ben, je vous dis que c'est un écrivain, ou je vous dis que c'est un artiste, qui sait, hein, personne ne trouvera que c'est Balzac. Donc c'est vrai que de suite, donc ça va le faire un petit peu évoluer, dans le bon sens, même si je trouve que l'œuvre, je suis un peu dubitatif sur cette œuvre, même si j'aime beaucoup Rodin, mais c'est un passage très très important et ça explique beaucoup de choses. Bon, les acteurs, je vous ai dit, rien à signaler, tout est bon. La réalisation, je trouve qu'il y a des belles images, que le travail sur la lumière, justement, est intéressante parce que ça donne des fois une image assez sculpturale au niveau des personnages. Hein. On pourrait presque par moments, on pourrait faire pause, on aurait l'impression que c'est une sculpture, notamment quand Rodin et Camille Claudel s'enlacent. Ça pourrait rappeler même presque le baiser, etc. Ça, c'est pas. Donc, au niveau réalisation, pas de souci majeur. Donc, ensuite, il y a aussi, intéressant pour terminer, les analyses d'œuvres par Rodin lui-même, hein, sont des fois des reprises littérales de ce qu'on sait des écrits de Rodin ou des écrits rapportés, voilà, par ses élèves, par ses amis, des choses qui ont été rapportées. Ça a été repris tel quel, donc ça c'est bien. Au moins c'est juste, on a vraiment l'idée précise de Rodin sur ses propres œuvres. Donc ça je trouve que c'était un très bon point. Maintenant passe au mauvais point. Dans les mauvais points, je vais lister rapidement.
vous avez d'abord une scène très maladroite avec Monet, Cézanne et Octave Mirbeau. Donc là, c'est vraiment le cliché de les artistes avant-gardistes qui se plaignent de la méchante école des beaux-arts. Ça, c'était vraiment dispensable. C'est un poncif qui commence vraiment à être passé. On a compris maintenant que le monde n'était pas coupé entre les gentils avant-gardistes qui ne pensaient qu'à l'art et qui n'avaient aucun intérêt financier et les méchants officiels. Entre les deux, vous aviez des tas d'artistes qui étaient ni dans la tradition pure, ni dans l'avant-gardisme. Et puis parmi les avant-gardes, les Monet, les Degas et tout, ils pensaient principalement à l'argent. Et d'ailleurs, quand on reprend les textes de l'époque et ce qui s'est passé au moment des expositions impressionnistes, en fait, la volonté, ce qui rapprochait ces gens-là, c'était faire des expositions pour vendre. Et on voit que les discussions sur l'esthétique commune arrivaient bien après. Donc attention, ça c'était un peu gros pour moi, ce passage-là. Il y a peu de musique dans ce film. Alors c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, je vous ai dit c'est normal, mais en plus il y a peu de musique. Et ça c'est pour moi un peu une erreur parce que dans le symbolisme, il y a vraiment cette notion de réunion des arts, de fusion des arts, avec par exemple l'art total de Wagner. Et ça c'est très très important de le représenter. Et là il y a vraiment un manque. Ça j'ai regretté. Il y a de la musique classique très sporadiquement. Mais ce qui est dommageable, c'est que cette musique classique, qui je crois a été composée pour l'occasion, si j'ai bien le peu d'informations que j'ai eues là-dessus, elle ne correspond pas à l'époque. Alors je pense qu'ils ont voulu dire Rodin est un avant-gardiste, on va mettre de la musique avant-gardiste, mais ça ne correspond pas du tout à la musique des années 80. 1880 pour commencer, et deuxièmement, ça ne correspond certainement pas à la musique qu'aimait Rodin. Je dis pourquoi certainement. Je n'ai pas de garantie, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il avait du respect pour Beethoven, et un truc qu'il faut savoir en général sur les peintres, un peintre qui est à la mode en 1880, ou avant-gardiste en 1880, en général, il va aimer la musique qui était d'il y a 30-40 ans en arrière. Par exemple, Delacroix n'était pas du tout avant-gardiste en termes de musique. Sa peinture l'était, mais pourtant, lui, il aimait beaucoup Beethoven, Mozart, etc., qui étaient déjà morts à ce moment-là. Donc qui n'était plus du tout moderne, on va dire. Donc ça, c'est très souvent, on retrouve la même chose chez Redon, par exemple, ce décalage important avec ses goûts musicaux. Pareil chez Ingres. Ingres aime beaucoup la musique de la fin du XVIIIe, alors qu'il va vivre jusqu'en 1867. Donc attention, ça pour moi, c'est une musique vraiment décorative, pour suivre le sentiment de la scène, mais c'est dommage, on aurait pu aller plus loin là-dessus. Alors on voit quasiment aucune œuvre en dehors de celle de Rodin, ça c'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant de contextualiser. On voit le dos d'une œuvre de Camille Claudel, c'est un peu dommage. Ça c'est un petit reproche aussi, un gros défaut. Le penchant de Rodin pour les femmes est surexploité. C'est vrai qu'on veut montrer l'homme Rodin, mais ça devient un homme antipathique, qui est un obsédé. Bon, ça c'est bien, il faut le préciser en début de film, c'était un obsédé. Il avait une femme avec qui il s'est jamais marié, mais avec qui il a vécu, et ils avaient un enfant. Qui ne voulait pas reconnaître, mais qui apparemment était son fils. Et il avait des tonnes de maîtresses, il avait Camille Claudel pendant longtemps, plus d'autres maîtresses, etc. Mais ça, c'est vraiment trop exagéré. Au bout d'un moment, ça apporte plus rien, c'est un peu lourd. Et le synopsis aussi, je reproche un truc au synopsis du film, qui dit, la dernière phrase, à 60 ans, enfin reconnu, jusque-là pas de problème, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange. Alors ça, c'est totalement faux, c'est bidon. Bien sûr, à 60 ans, il avait une bonne célébrité, mais c'est à oublier. Là aussi, c'est un peu l'histoire de l'art qu'on voit dans les manuels, dans les livres généraux, ou qu'on voyait beaucoup avant, c'est-à-dire la sculpture du 19e. Il n'y aurait personne, à part Rodin le Sauveur, qui a relancé la sculpture. C'est absolument faux. Vous avez des gens comme François Rude, comme Carpeau, comme Barry, celui qui fait les sculptures animalières, qui ont eu divers succès, qui ont été bien sûr souvent un petit peu attaqués par certains officiels, par certains traditionnalistes de l'art, on va dire, mais qui étaient très reconnus par les modernes, par les Delacroix, par toute cette école moderne. Il y a eu des sculpteurs très importants, et Carpeau est peut-être celui qui a marqué le plus le siècle avant l'arrivée tardive de Rodin, parce que c'est vraiment à la toute fin du siècle. Et puis, parler de Rodin et de Michel-Ange, oublier le Bernin. Et je pense qu'au minimum, le Bernin est au même niveau que Rodin. À mon avis, il est même certainement plus important pour l'histoire de la sculpture, même si Rodin est bien situé. Donc là je pense qu'ils ont un peu survendu le projet. Voilà pour les points négatifs. Je m'arrête ici pour ce film. Donc vous l'avez compris, ce film, j'ai trouvé que c'était un film agréable à regarder. Il y avait des choses très intéressantes, mais qui par
sa vision symboliste très intéressante et très cohérente a perdu un petit peu le public. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est inhérent à ce genre, et d'ailleurs c'est courageux du réalisateur d'avoir mené sa vision jusqu'au bout. Il aurait pu faire un film très simple sur Rodin qui aurait plu à tout le monde. Donc je vous engage, si vous l'avez vu mais que vous êtes passé un petit peu à côté, maintenant avec les éléments que je vous ai donnés, de le revoir quand il sortira en DVD, Blu-ray ou en VOD, de le revoir avec ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un film qui est divertissant. Il ne faut pas croire que cinéma égale forcément divertissement. Moi j'adore le cinéma divertissant, les grandes productions américaines, mais il faut faire la part des choses. Il y a des films de divertissement et des films qui visent à quelque chose de plus profond, de plus intellectuel, de plus décoratif, de plus symbolique. Il y a des tonnes de choses possibles, mais il n'y a pas qu'un cinéma. Ça c'est l'erreur typique des critiques, de croire qu'il y a un cinéma, le leur, celui qu'ils aiment, et d'exclure le reste. Non, il y a plusieurs types de cinéma. Après, à chacun d'aller voir celui qui l'intéresse. Avant de vous quitter, je vous précise qu'il y aura une deuxième vidéo bonus que je vais faire pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur l'analyse de Rodin. Je vais revenir sur le film avec quelques points intéressants que je vais relever, et pour aussi comprendre Rodin, mais pour ne pas alourdir cette critique, je m'arrête là pour la critique. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir cette vidéo supplémentaire bonus, on dira. Donc vous cliquez en dessous dans abonner, et à côté vous aurez une petite clochette, vous cliquez, ça vous préviendra quand la suite sera là. Et puis à la rentrée en septembre, vous aurez beaucoup de vidéos sur l'histoire de l'art en général, de l'Antiquité au XXe siècle. Donc si vous aimez l'histoire de l'art, vous aurez de quoi faire, et je vous parlerai de tous les arts, y compris la musique classique, y compris la littérature. Jusque-là, vous pouvez bien sûr me suivre sur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Vous avez aussi mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le coin de l'art. Ciao!